Le questionnement de l'ego est généralement lié au début d'un processus d'inidentification, c'est-à-dire à une prise de conscience que l'ego n'est pas notre véritable identité. Cependant, il peut y avoir d'autres explications à ce questionnement. En ce qui concerne le rapprochement entre le conte de Saint-Germain, Lazare et Caligastia, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Tout d'abord, il convient de noter qu'il y a des erreurs historiques dans la cosmogonie à laquelle vous faites référence. Caligastia est un nom qui peut se référer à deux phénomènes différents. D'une part, il désigne un superviseur des forces lucifériennes, et d'autre part, il peut également faire référence au prince planétaire subordonné. Le conte de Saint-Germain, quant à lui, est une figure réincarnative, c'est-à-dire que Lazare s'est réincarné et a fusionné avec les expériences nazariennes et christiques pour devenir le comte de Saint-Germain. Il est important de noter que Caligastia avait un rôle prépondérant antérieurement au comte de Saint-Germain, en tant que prince planétaire lors du règne de Lucifer. Cependant, il faut garder à l'esprit que la cosmogonie comporte des erreurs historiques. En ce qui concerne le prince planétaire d'Urantia, son rôle peut être appréhendé de différentes manières dans la cosmogonie. Il y a eu un premier prince planétaire nommé Satan, puis un prince subordonné qui était Caligastia, et enfin un prince planétaire nommé Michael, faisant référence aux Nazaréens. Est-ce le cadre de l'évolution humaine? Les mécanicités cosmiques appelées Michael peuvent s'incarner en l'être humain, en prenant possession de son ego, afin de lui permettre d'avoir un accès Melchizedek et de transcender le monde de la mort. Lazare est un phénomène humain qui a un contact michaélien à travers la présence du Nazaréen, et Lazare est un être humain qui va vivre des expériences à travers certains aristocrates afin d'acquérir de l'expérience et de la mémoire. Il est important de noter que la cosmogonie contient des erreurs et des inexactitudes historiques, il convient donc d'aborder ces sujets avec prudence et discernement. Dans la suite de l'histoire, Lazare aura des contacts avec des personnages qui se réfèrent à la race teutonne, c'est-à-dire les Vikings. Il expérimentera ensuite la culture russe en incarnant le corps physique de grands aristocrates. Grâce à cette capacité à vivre différentes expériences, Lazare peut manipuler les dirigeants sans être lui-même un dirigeant. Elle peut collaborer avec eux et bénéficier de leurs connaissances et expériences, tout en restant inaccessible. Lazare peut également prendre possession du corps d'une personne avant sa mort et expérimenter avec elle. Cela contraste avec le conte de Saint-Germain, où la réincarnation intervient après la mort d'un individu. Lazare est donc un promeneur intérieur qui peut se réincarner dans un corps physique déjà occupé par une autre âme. Cette pratique est réservée à des personnes assez évoluées spirituellement. Au fil du temps, Lazare transforme progressivement le corps physique pour ressembler à celui qu'il avait précédemment. Certains disent qu'il y aurait seulement environ 2000 promeneurs intérieurs aux États-Unis et très peu en Europe. Cela s'explique peut-être par le fait que les États-Unis offrent plus de possibilités pour ce genre de pratique. Selon cette information donnée par une personne, les États-Unis d'Amérique seraient sur le point de connaître une évolution majeure et grandiose dans l'histoire de l'humanité. Il est affirmé que des individus auraient été empêchés de mourir afin de poursuivre leur expérience de vie, car dans les années à venir, il sera nécessaire d'avoir des personnes avec une expérience de vie de 150 à 200 ans. Certains présidents et aides seraient conscients de cela et y participeraient consciemment ou inconsciemment. Un phénomène appelé head control serait responsable de la gestion des walk-ins, changements de corps, et du développement intérieur et extérieur. Il est également mentionné que les États-Unis joueront un rôle important dans la réforme mondiale, qui sera ensuite pris en charge par le Québec. La Russie serait un déclencheur pour les États-Unis et jouerait un rôle de colonisateur, sans être entravée par la spiritualité comme les États-Unis. Cependant, il convient de noter que ces informations proviennent d'une source non officielle et que leur véracité ne peut être confirmée. Dans cet échange, il est question de la capacité des Russes à causer des dégâts sans avoir besoin de détonateurs. L'interlocuteur évoque également Lazare Caligastian, qui s'est réincarné de manière évoluée, tandis que Jean-Baptiste a été initié de force par le Nazarien. Le Nazarien a finalement tué Jean-Baptiste avant de le ressusciter temporairement dans le corps de Lazare, pour réaliser son initiation. L'interlocuteur souligne également l'importance des confirmations dans le monde des morts et chez les humains. La personne parle de Lazare, qui a vécu sous différents noms et corps, notamment en tant que comte de Saint-Germain. Lazare a acquis beaucoup d'expérience en tant qu'architecte et a ensuite incarné le corps d'un bébé abandonné, où il a commencé à exprimer sa véritable identité en tant que comte de Saint-Germain. Le comte de Saint-Germain a voyagé à travers l'Europe, les États-Unis, les Himalayas, la Chine, l'Inde et l'Égypte.
Il a été par la suite remplacé par d'autres personnes, dont Caligastrio, disciple de Saint Germain, et un autre être relativement connu. Il y a eu des épreuves et des initiations tout au long de son parcours, visant à détruire son ego et à atteindre l'impersonnalisation. Le comte de Saint-Germain est devenu le contrôleur du bien et du mal, reléguant Satan et Caligastia loin. Actuellement, Saint-Germain est le prince par délégation sur notre planète, mais il va bientôt disparaître après avoir terminé certaines tâches. Dans cette conversation, il est mentionné qu'Adrien, également connu comme Saint-Germain, est présent aux États-Unis mais qu'il se rend parfois au Québec. Cependant, son emplacement physique n'est pas précisé. Il est souligné que la vie est faite de hauts et de bas et que la souffrance est un concept créé par l'homme lui-même. Il est suggéré de ne pas mémoriser les expériences douloureuses afin de ne pas en souffrir. L'ego est également abordé comme étant lié au concept et aux comparaisons. Finalement, il est mentionné que même si après la pluie vient le beau temps, il est important de continuer à évoluer lorsque les choses vont bien. L'humain est souvent considéré comme un imbécile, mais cela n'est pas entièrement de sa faute. Il exprime des comportements qu'il juge parfois lui-même comme imbéciles. Par exemple, il peut dire que jouer avec un yo-yo est imbécile, alors qu'il est celui qui y joue. Ainsi, l'humain participe à des phénomènes qu'il considère comme imbéciles. Il est important de préciser que l'intelligence dans l'être humain n'est pas imbécile en soi. Cependant, il y a un phénomène qui se produit. Lorsque tout va bien, les gens n'évoluent pas vraiment. Ils se contentent de vivre leur vie sans chercher à se développer. C'est seulement lorsque les choses vont mal, lorsque les gens ressentent de la souffrance, de la douleur, des problèmes et de la peur, qu'ils recherchent des solutions pour évoluer. Pourquoi ne pas continuer à travailler sur soi-même lorsque tout va bien? Pendant la prétendue crise économique, il y a eu une augmentation des centres spirituels et de conférences ainsi que de tout ce qui concerne le développement personnel. Après la crise économique, ceci s'est atténué. Pourquoi y a-t-il des hauts et des bas? C'est parce que c'est ce que l'humain souhaite. Lorsque tout va bien, il ne croit plus en rien et lorsqu'il va mal, il a besoin de s'accrocher à quelque chose. Il faut trouver une façon d'organiser notre vie pour continuer à travailler sur nous-mêmes même lorsque tout va bien. Il est inutile d'attendre que les choses aillent mal pour chercher à évoluer. L'individu est parfois confronté à des impasses majeures et cela est dû au fait qu'il est trop puissant. Par exemple, si une personne est trop compétente dans une entreprise, elle peut être mise de côté simplement parce qu'elle ne fait pas ce que l'on attend d'elle. Il est important de se rappeler que l'intelligence vérifie constamment les choses. Ainsi, lorsque quelqu'un est trop puissant au sein d'une entreprise, il peut être muté à un poste inférieur pour ne pas brimer sa carrière mais sans lui donner autant de responsabilités. Malgré tout, il est primordial de continuer à travailler sur soi-même, quelles que soient les circonstances. Lorsqu'une personne devient trop puissante et peut causer du tort, elle est souvent placée dans une situation où elle ne peut plus nuire. Cependant, ceux qui évoluent, souvent, se retrouvent malades, pauvres ou maltraités simplement parce qu'ils ne font pas correctement ce qu'ils devraient faire. Par exemple, certains préfèrent courir dans les bois plutôt que de travailler et gagner de l'argent, ce qui les empêche d'être malades et leur permet d'évoluer. D'autres choisissent d'évoluer dans un bureau, mais leur problème est qu'ils travaillent autant que ceux qui sont dans la forêt, mais ne gagnent pas plus d'argent. L'auteur explique qu'il est important de faire les choses au bon moment, afin de pouvoir profiter de sa santé et de ses capacités lorsque l'argent commencera à arriver. Elle mentionne également qu'il écrit des livres, mais qu'il ne les publie pas tant qu'ils ne seront pas prêts et que cela vaut mieux d'attendre, plutôt que de gaspiller de l'énergie. Enfin, il souligne l'importance de comprendre qu'une personne qui se retrouve dans une situation difficile est souvent puissante et importante, et que même si cela peut être frustrant, il faut prendre ses responsabilités et prendre les mesures nécessaires pour s'en sortir. Il semble que la personne qui parle affirme que pour changer sa vie et atteindre le succès, il faut faire une vérification supplémentaire de ses actions, plutôt qu'une simple vérification astrale. Il mentionne qu'il y a une différence entre ceux qui ont travaillé pendant des années pour réussir et ceux qui semblent réussir rapidement, mais qu'il est nécessaire pour tous de faire une vérification supplémentaire. Cependant, il souligne que peu de personnes sont capables de le faire et que c'est pourquoi beaucoup échouent. Il discute également de la possibilité de changer son passé en rêvant et en imaginant un autre, mais cela semble être incompris par l'interlocuteur. Ils insistent sur l'idée qu'il ne faut pas haïr la vie et qu'il est possible de changer son passé pour avoir un nouvel avenir, mais certains individus refusent de le faire.
Ils mentionnent leur propre expérience de n'avoir aucun passé et d'inventer des histoires pour ceux qui posent des questions sur leur vie. Enfin, ils évoquent la notion d'évolution méritoire et non méritoire, suggérant que certains individus continuent à se traîner dans leur évolution sans progresser. Le narrateur parle de son expérience dans un cours de judo, où son professeur, qui était un peu provocateur, lui a prêté sa ceinture noire. Pendant le cours, ils se sont défoulés sur le prof, qui était plus gros et costaud. Malgré les blessures et les nouvelles expériences, le narrateur ne se plaignait pas et vivait l'instant présent. Il note que certaines personnes mettent du temps à comprendre les leçons de la vie, mais lui, jeune à l'époque, les comprenait déjà. Il parle également de la manière dont il ressentait et vivait ces expériences, sans conscience du mal qu'il subissait physiquement. Il explique que l'être humain doit se connecter à quelque chose pour avancer, mais que la fluctuation entre les hauts et les bas peut être épuisante. Il affirme également que les souffrances passées peuvent sembler moins terribles une fois dépassées. Il valorise l'importance de reconnaître les souffrances présentes plutôt que de les ignorer. Il explique que pour se libérer de l'emprise astrale et devenir un être humain, il faut terminer l'évolution de l'animal humain, un processus qui peut prendre une dizaine d'années. Finalement, il souligne qu'il est difficile de partager son message sans être mal compris à cause des égos présents. La sexualité supramentale fait référence à un contact télépathique total entre les corps séraphiques d'une personne, au niveau de l'âme. Cela implique une connexion profonde et spirituelle entre les partenaires, au-delà du niveau physique. Elle ne concerne pas les relations sexuelles physiques, mais plutôt une union énergétique et spirituelle. La mécanicité melchisédienne, quant à elle, ne peut pas être transférée dans des plans plus épurés. Cependant, il existe des correspondances énergétiques et catalyseurs d'évolution différents dans d'autres niveaux d'expression, tels que l'agisseur de pensée ou certains phénomènes décrits dans la cosmogonie d'Urantia. Concernant la question sur le retrait de tous les professeurs et la transformation énergétique via Daniel Kemp, il y a eu des transformations nécessaires au centre, mais cela n'a pas entraîné un retrait de tous les professeurs. Certains d'entre eux continuent d'enseigner au centre. En ce qui concerne un événement intéressant vécu sans sécrétion, cela peut être d'ordre sentimental et vital, nourrissant le corps vital de l'individu et favorisant le contact avec son ajusteur de pensée, s'il en a un. Cela n'est pas mécaniquement d'ordre supplémentaire. L'individu est en train de créer un double éthérique et de transpirer son énergie. La vie est comparée à des points lumineux sur un écran, et lorsque ces points occupent tout l'écran, cela signifie qu'il est temps de renverser le processus. L'astral est puissant mais ne peut pas contrôler l'antenne ou la prise de poisson. L'intelligence supramentale contrôle l'astral dans ce qu'il ne peut pas faire, mais ne le contrôle pas dans ce qu'il peut faire. Cependant, il est possible de poser des questions à un contexte supramental afin d'obtenir une réponse supramentale. L'astral ne peut pas manipuler cette réponse. L'individu recommande d'orienter sa volonté vers ce qu'on veut plutôt que de tout laisser arriver de soi-même. La visualisation peut aider à prévoir ce qui va arriver, mais cela ne signifie pas que cela arrivera uniquement à cause de la visualisation. Il peut y avoir des dangers à fouiller dans la mémoire du futur, notamment en termes de manipulation psychologique. L'idée exprimée dans ce texte est que se diriger vers les autres de manière égoïque peut causer des souffrances inattendues. Les projections futures doivent être faites avec une conscience et une prévoyance plus élevées pour éviter les problèmes. Il est important d'orienter sa volonté vers ce que l'on veut, car cela prépare à vivre les événements à venir. Cependant, il est également souligné qu'avoir un objectif dans la vie est une illusion, mais cela n'a pas d'importance car cela permet de vivre en attendant et d'améliorer notre condition humaine. Ce processus nous aide à éliminer les illusions et à voir plus clairement. Même si nos idées peuvent changer, il est important d'être équipé pour le faire. Dans ce dialogue, plusieurs idées sont abordées. L'individu exprime son désir de devenir millionnaire, mais réalise qu'il doit d'abord trouver un moyen d'obtenir de l'argent. Il pense que l'argent peut résoudre tous ses problèmes, mais reconnaît qu'il doit se fixer des objectifs égoïstes dans la vie. Le dialogue se poursuit avec une discussion sur la création et l'univers. Il est suggéré que la création existe dans plusieurs mondes parallèles, avec des structures et des bases différentes. L'individu demande si la création est semblable à un anneau de Möbius, mais la réponse est que la création est inexistante. Finalement, il est mentionné que la conscience est une clé pour pénétrer dans ces autres créations. Une dernière question est posée concernant la reconnaissance d'un walk-in lors d'une rencontre. Il est dit que cela peut être reconnu par le visage d'une personne qui porte en elle un promeneur intérieur.
Il est également évoqué l'importance de communiquer avec cette personne si elle se manifeste. En résumé, ce dialogue soulève des questions sur la fortune, la création et la conscience, offrant des réflexions sur l'individu et son avenir.